Bonjour à toutes et à tous, je suis Virginie et je suis ravie de vous retrouver pour la saison 2 de votre podcast favori, Recettes de prod, les bons conseils. Au menu de cette saison, toujours des recettes savoureuses et des conseils qui décoiffent pour vous aider à briller dans vos productions. Mais cette fois, on passe à la vitesse supérieure avec des épisodes interview. Je vais recevoir celles et ceux qui font battre le cœur de l'audiovisuel, des productrices, des producteurs et autres génies de l'ombre. Et ensemble, on va décortiquer leurs meilleures recettes, certes, et leurs petits ratés parce qu'on apprend aussi en cuisinant des catastrophes. Et pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir d'accueillir un invité qui n'a pas besoin de présentation dans le secteur, mais je vais quand même le faire parce que c'est mon job et que j'adore ça. Alors imaginez un mélange de créativité, d'expertise technique, juridique et sociale, un sens inné du relationnel et une pointe d'humour décalée. Vous avez deviné de qui je parle ? Oui, c'est bien lui, c'est Jérôme Chouraki, président fondateur du fameux Media Club, de Media Faculty et de Talentsphere, la solution recrutement sur mesure dans l'audiovisuel. Jérôme Chouraki, c'est le roi du réseautage et bien plus que cela. En pur passionné de l'audiovisuel et des médias, il rayonne par son talent de facilitateur de rencontres et de synergie et par son désir ardent de démocratiser la réalité des métiers de l'audiovisuel et des médias. Je suis ravie de l'inviter dans mon podcast. Alors c'est parti pour ce tout nouvel épisode. Jérôme, bonjour. Bonjour Virginie. Merci d'avoir accepté l'invitation, je suis ravie. Après cette présentation, moi je ne sais plus où je me mets. Non mais c'est vrai, voilà, pour tous ceux qui ne connaissent pas encore Jérôme, accrochez-vous, vous allez voir, c'est quand même un parcours incroyable, voilà. Donc, je pars maintenant ? Non, reste, t'inquiète pas. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter là, à l'instant T, avec tes propres mots ? Alors, si je dois faire un elevator pitch, mon métier, c'est d'être chasseur de tête dans l'entertainment. Voilà, ça c'est la version courte. La version un petit peu plus longue, c'est que je dirige aujourd'hui 3 structures. Une structure associative dont on va probablement un peu plus parler, qui est le Media Club, qui existe depuis un peu plus de 20 ans, qui regroupe une communauté d'un peu plus de 10 000 personnes aujourd'hui, qui est assez active pour faire justement du réseautage, comme tu le disais dans l'introduction. Et je dirige un organisme de formation qui s'appelle The Media Faculty, qui fait des formations dans le secteur des médias, essentiellement télévision, un petit peu cinéma, et beaucoup transformation digitale. Évidemment, l'intelligence artificielle est un des sujets les plus prégnants du moment. Et je dirige un cabinet de recrutement et de chasse qui s'appelle Talentsphere et qui travaille pour la plupart des diffuseurs, plateformes de streaming, producteurs et distributeurs. Eh ben, bravo. Voilà. Tout ça en 7 jours et 24 heures par jour, quand même. Ah bon ? Je ne sais pas comment tu fais. Mais avant d'en venir là, parce que c'est quand même très particulier, finalement, le métier que tu t'es créé, on va remonter le temps ensemble. Et je voudrais vraiment que tu nous racontes, finalement, quand tu as commencé à faire tes études, tu t'imaginais faire quoi ou qu'est-ce que tu voulais faire plus jeune ou même enfant ? C'est une excellente question. Moi, je suis né avec une génération d'informatique, en fait, l'informatique personnelle qui arrivait dans les foyers. Donc, c'est le temps des dinosaures. Hein. C'était tout le début, quoi. Donc, il y a une euphorie. Oui, exactement. C'est-à-dire que si le Mac arrive en 84, et moi, je suis un fan absolu d'informatique. Je mets ça partout. Je fais des dépotoirs de ROM. C'est des puces pour aller chercher la puce à mettre à tel endroit. Ouais. Je maniais un petit peu de fer à souder. J'adorais ça. Et donc, pour répondre simplement à ta question, à cette époque où je commence à faire mes études, en tout cas où je suis au niveau du lycée, c'est de faire de l'informatique. Ouais. Il n'y avait pas autre chose pour moi. Il se trouve que je suis issu d'une famille qui n'est pas du tout proche de cette nouveauté-là. Un père avocat et une mère qui a fait de la médecine pendant 15 ans et qui, un jour, a découvert que ça ne lui plaisait pas du tout d'obéir aux injonctions familiales et qui décide de tout envoyer valdinguer et de refaire des études de droit. Donc, elle est devenue magistrat ensuite. Et donc voilà. Donc c'est très bien parce que ça a été un truc incroyable d'avoir un exemple vivant de quelqu'un qui dit que tout est possible. Ouais, de se retransformer. Tu peux te transformer. Ouais. À tout moment, tu peux dire je fais des études de médecine, c'est du haut niveau quand même, parce que tu es docteur en médecine, et puis à un moment donné, tu dis, non, mais en fait, ce que je veux faire, c'est du droit, et de reprendre ces études, et à la fin, de terminer dans la
une des plus hautes marches. Donc ça, c'était un bel exemple. C'était pas forcément ça à l'époque, parce qu'évidemment, moi j'étais plus jeune et j'avais envie de faire ça dans l'informatique, mais on m'a rapidement fait comprendre qu'il valait mieux que je fasse du droit. C'était la valeur rassurante. Refuge, exactement, et que c'était bien mes rêves techniques, mais forcément là où il fallait aller. Donc résultat, j'ai fait du droit. D'accord. Et tout en continuant à faire un peu de programmation, à être vraiment sur des choses beaucoup plus techniques et à regarder un petit peu arriver les choses. Et j'ai pas mal aimé le droit, donc j'ai suffisamment aimé ça pour ne pas végéter sur mes années et passer à l'année suivante à chaque fois. Et donc, mais avec en se disant qu'il y avait des ouvertures et que le droit mènerait probablement à autre chose que simplement devenir avocat ou autre chose de cela. Alors la particularité, c'est que ma mère a eu cette envie de transformation au moment, moi, où je joignais les études supérieures. Donc, résultat, j'ai fait mes études de droit avec ma mère. Ah, c'est drôle ça. C'est pas commun. Ouais. C'est chouette. Je le conseille à personne. J'imagine. Je suis un fan absolu de ma maman, que j'embrasse très fort, pour ceux qui écoutent, et si notamment elle l'écoute. Mais c'est vrai que rentrer le soir, quand on a 20 ans, et entendre parler des arrêts... tu t'arrêtes pas de bosser, quoi. Ouais, c'est surtout qu'on n'a pas du tout la même vision de la vie à ce moment-là. Voilà. Moi, les études, c'est un peu... je dois les faire, et elle aime les faire. Donc, il y a une vraie différence. Oui, c'est vrai. Oui. Voilà. Et donc, il se trouve que ça, je navigue à l'intérieur, et il se trouve un événement un peu tremblement de terre. Alors, à la fin de la maîtrise que je faisais à Paris 1, alors, si je dois même revenir en arrière, j'avais déjà, au niveau de mon entrée à l'université, et ça, c'est assez symptomatique, c'est un épisode, je veux revenir dessus, parce que si on y va de manière un petit peu chronologique, je suis un peu rebelle, et je trouve, grâce à ma fiancée de l'époque, qui me trouve dans les documentations, savoir quel diplôme on va faire, un peu, à l'époque, il n'y avait pas vraiment de journée porte ouverte, et on trouve un DEUST, c'est un diplôme qui n'existe plus, de droit de l'informatique à la Sorbonne, Paris 1. Et donc, avec une promesse qui était de dire, c'est une formation courte de 2 ans, équivalent au DEUG, donc L1, L2 aujourd'hui, et que je peux, qui mènera au droit, c'est-à-dire au droit à la formation classique, mais qui donnera des bases de droit de l'informatique, parce que c'était une matière qui commençait à poindre. Et je décide de postuler, je suis reçu, et donc j'étais un élève moyen, pas spécialement très très bon, ni très mauvais, mais en tout cas voilà, donc je suis reçu à ce truc-là, et je commence à le faire. Et au bout de 6 mois, même si les études me plaisaient bien, je m'étais renseigné pour savoir si effectivement, quels étaient les transferts et comment se passerait le transfert en maîtrise, en licence en l'occurrence, ce qui équivaut à la L3, au bout de la 2e année. Et là, les règles en cours de route de l'université changent. C'est-à-dire que là où je pouvais m'inscrire n'importe où en droit à Paris 1, je n'étais restreint que sur une petite portion du droit public. D'accord. Et donc là, je commence à paniquer, parce que c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire, et je me rends compte que je me suis enferré dans une formation à Paris 1 qui est un peu coincée. À ce moment-là, je vais faire toutes les portes de l'administration de Paris 1, et elles me sont toutes fermées. C'est-à-dire que je vais en petit étudiant en disant, mais écoutez, c'est pas possible, on m'a promis quelque chose, je montrais les documentations de démarrage. Et en fin de course, je vais voir mes parents qui me disent, qui un peu en mode, on t'avait bien dit, tu veux faire ton truc, ton malin, mais résultat, tu vas repostuler, ça arrive de planter la première année, et tu vas repostuler, et puis tu referas une année de droit classique. Je dis ok, mais je me laisse pas totalement faire, et là je décide, mais je sais même pas pourquoi je décide ça. J'écris une jolie lettre manuscrite à la présidence de la République. D'accord, ok. À l'époque, François Mitterrand. Et tu vois, c'est pour te dire tellement je suis pas très jeune. Et je fais une jolie lettre en expliquant, en argumentant, mais très, très basique. J'ai été un bon élève, j'ai fait ci, j'ai fait ça, et je me suis retrouvé coincé à cause de l'administration. Mais c'est en mode bouteille à la mer, c'est-à-dire que j'écris, tu te dis, j'ai un peu de temps à perdre, je tente, mais je sais que ça marchera pas. Mais c'est pas grave, je tente quand même. Je continue à faire mes études, je continue quand même dans mon année, je ne décide pas du tout d'arrêter. Et là, 2 mois après, je reçois un retour avec une en-tête présidence de la République. Et en disant, le président a été très intéressé par votre cas, nous allons prendre en compte votre demande et nous transférons au ministère de l'Éducation nationale. Ok. Mais comment tu t'es senti? T'as pas eu l'impression? Parce que là, tu dis, waouh, je vais changer les lignes à moi tout seul, quoi. Je comprends pas ce qui m'arrive. Et puis je me dis, mais c'est complètement n'importe quoi. Mais ça te paraissait peut-être... Ça me paraît presque irréel, mais tu te dis, on va... Ok, qu'est-ce qui m'arrive? Ok. 1 mois après, je reçois
un courrier du ministère de l'Éducation nationale. Monsieur le ministre a été prévenu par la présidence de la République que de votre problème, nous transmettons au rectorat de Paris. Transfert au rectorat de Paris. 1 mois après, le rectorat de Paris, nous avons été avertis par le ministère de l'Éducation nationale. Nous allons prévenir l'université. Oh. Et là, je me fais convoquer par la même personne qui m'avait dit vous avez déjà arrêté de vous plaindre, vous avez de la chance, vous êtes à Paris 1, comme Paris 1, la grande institution, ouais. donc vous êtes dans une formation, donc arrêtez de pleurer et continuez votre diplôme, en gros fermez-la. Et là, je me fais recevoir par la même personne qui me dit je ne sais pas quels sont vos réseaux, mais je suis obligé de vous réintégrer en droit normal. J'adore. C'est énorme. Ils se sont fait taper sur les doigts là, par le grand patron. Extraordinaire. Et donc là, effectivement, j'ai été puni quand même, parce qu'au lieu de prendre en compte mes notes qui étaient assez correctes dans l'année, ils m'ont fait passer en examen terminal. Donc j'ai présenté l'année en devant tout repasser. Mais il se trouve que j'ai réussi et j'ai été réintégré. Mais ça m'a envoyé un message qui est de dire, déjà j'ai beaucoup de chance, le premier message, et un autre message qui est de dire, mais en fait, il faut tenter les trucs, quels qu'ils soient, même si c'est perdu, il faut y aller, parce qu'il y a une chance que ça marche. C'est une bonne anecdote pour l'illustrer. C'est un peu le message de Jean-Claude Duss sur un malentendu, ça peut passer. Oui. C'est vrai. et donc voilà, donc muni de ça, avec une confiance en moi qui avait... Pour le coup, moi, j'étais pas très dans le mode confiance en soi. Elle n'était pas hyper forte parce que, évidemment, avec des parents un peu charismatiques comme ça. Voilà, j'avais mon frère aussi avec qui j'ai une relation extraordinaire, mais qui aussi en imposait. Donc, moi, j'étais le deuxième. J'étais bien tranquille, en mode effacé. Là, ça m'avait donné un sursaut d'ego. Et donc, je passe en droit normal. Et là, pour le coup, j'ai continué tranquille. Il se trouve qu'en maîtrise, donc l'équivalent de la M1, à la fin, je me dis, je vais tenter les épreuves d'HEC, d'admission parallèle, parce que le droit, c'est pas une finalité, et me dit, peut-être pas HEC, mais je vais avoir des bonnes écoles de commerce. C'est un concours commun qui existe toujours d'ailleurs, et je tente le truc. Il se trouve que je suis reçu aux écrits, miraculeusement, et là, évidemment, mon ego est surdéveloppé, et je me dis, mais c'est extraordinaire, je suis le plus beau, les oraux, rien ne peut m'arrêter, c'est extraordinaire. Alors, je me retrouve à passer les oraux. Il arrive un événement qui est que j'étais en couple depuis quasiment 6 ans, et donc résultat, là, ça s'arrête. Et juste avant les oraux, c'est vrai que ça ne m'a pas mis dans un état psychologique extraordinaire, mais au-delà de ça, je me suis retrouvé dans les oraux avec la crème de la crème des gens en droit, ce que je n'étais pas. Donc résultat, j'ai vraiment vu mon niveau à ce moment-là, et donc résultat, je me suis banané aux oraux. J'ai eu des écoles, mais qui étaient en province et que j'aurais pu faire, mais que je n'avais pas envie de faire. Et donc je me suis dit à un moment donné, très bien, on va faire comme ça. Je n'ai pas, et donc il faut que je m'inscrive vite en diplôme de droit pour atteindre les DESS à l'époque, qui sont aujourd'hui les M2. Et donc j'en avais visé un qui était extrêmement bon, populaire et tout, qui était à Paris 11. C'était un DESS de droit de l'informatique, mais cette fois-ci à un haut niveau, parce que j'aimais toujours ça. Et il se trouve que je me suis retrouvé forclos, c'est-à-dire c'était trop tard. Et donc résultat, j'ai pas été admis, mais j'en ai profité quand ils m'ont dit que c'était trop tard pour m'inscrire, pour leur demander, écoutez, est-ce que vous pouvez évaluer mon dossier. C'était à l'époque le DESS de Sirinelli à Sceaux. Et ils m'ont dit, oui, on va regarder votre dossier. Et très gentiment, ils m'ont dit, écoutez, c'est pas mal, mais sincèrement, il y a une matière qui s'appelle la propriété littéraire artistique, elle est un peu trop faible. Et je leur ai dit, je peux augmenter peut-être mon niveau, mais faites ça. Donc je me suis inscrit à l'université. En l'occurrence, ma mère était devenue chargée de TD à l'époque, donc je lui ai demandé un petit coup de pouce. Énorme. Et j'ai repassé uniquement cette matière-là. Mais je me suis dit, je ne veux pas passer une année à passer ma matière. Ça ne sert à rien. Il faut que je passe une année à essayer d'optimiser l'entrée dans ce diplôme qui est un diplôme un peu exceptionnel. Donc, je vais tout faire pour le faire. Et en même temps, je vais chercher à faire autre chose. Et il se trouve qu'à ce moment-là, comme j'étais déjà sur les réseaux, et notamment l'ancêtre d'Internet à l'époque qui était les BBS, ce qu'on appelait les Bulletin Board Services, qui était en fait un mode texte, en fait, avec déjà des interfaces en réseau. Et j'avais mon fournisseur de BBS qui s'appelait Calvacom et qui un jour me dit... on est en 1995 et qui dit l'Internet arrive en France. Vous voyez, on savait que ça allait arriver. Le protocole et les fournisseurs d'accès, alors je rappelle 55 francs de l'heure. Voilà. Et avec des modems qui font des bruits pas possibles. Et sur YouTube, j'ai le son qui me revient en tête. Voilà, exactement. Il faut écouter ce merveilleux bruit. Et... Je le mettrai, sur le podcast. Et il se trouve que là, il se développe et il cherche un webmaster.
D'accord. Qu'ils appelaient pas vraiment comme ça, mais qui était quelqu'un qui allait faire un petit peu de Photoshop, d'Illustrator, d'administration réseau. Et ils mettent cette annonce en ligne. Et je dis, mais je vais postuler. Donc je vais là-bas, j'y vais, je me rappelle encore, avec ma petite Fiat Panda à Vélizy, costume rouge, cravate rouge. D'accord, faut pas qu'on te loupe. C'est-à-dire, c'était en mode Bozo le clown, clairement. Et ils se sont foutus de ma gueule à l'entretien et ils m'ont dit, on te prend, mais tu reviens normal en jean t-shirt, quoi. Voilà. Et j'ai fait pendant 9 mois, j'ai été chez eux à être webmaster et à m'éclater en faisant des sites web, les premiers sites, on est très très loin de la technicité, mais en faisant des choses extraordinaires pour la BNP, la Maison de la France. C'est super. Et j'ai appris énormément de choses. Et ça, c'était fabuleux. C'était un moment très fort pour moi parce que je me confrontais à la vie réelle, aller au boulot tous les matins. Et c'était un plaisir d'avoir des collègues, de parler avec des gens. Oui, puis dans un secteur qui t'attirait dès le départ. Exactement. Mais je faisais plus de droit, mais par contre, j'allais à la fac quand il fallait aller pour attraper la fameuse matière qui manque. Donc je fais ça, mais je me dis, mon objectif, c'est pas de rester là-dedans, c'est quand même de faire ce fameux master. Et là, je me dis, il faut que j'optimise un peu plus, parce que se repasser la matière en étant à égalité avec les autres, je suis pas en fait suffisamment bon. Il faut que je fasse autre chose, il faut que je me... Et là, je me suis mis à réfléchir, et je me suis dit, mais il faut que je me mette en scène. Jérôme Chouraqui, c'est pas fort. C'est un petit étudiant qui est parmi les autres, on sait pas qui c'est. Qu'est-ce qui est plus fort qu'une personne? C'est une entité sociale. Et là, je me suis mis à réfléchir. J'ai appelé Enfin, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, mais pourquoi, alors qu'on est sur un phénomène de la montée de l'Internet, je ne monterais pas un site web et je ne créerais pas une association qui s'appellerait autre chose que Jérôme Chouraqui? Donc, je me suis dit, mais le truc naturel, c'est les juristes sur Internet. Et donc, j'ai imaginé une association qui s'appelait Jurisnet. D'accord. Qui n'avait que seul objectif de faire la promotion de Jérôme Chouraqui. Mais l'idée, elle est bonne. Hein. Et en fait, c'est une idée qu'on peut facilement répliquer. J'ai appelé un copain, très bon pote, je lui ai dit, écoute, il faut être 2 pour une asso, mets juste ton nom et puis on en parle. Et j'ai monté un site web et j'ai commencé à aller démarcher les gens avec cette entité Jurisnet. J'étais plus Jérôme Chouraqui étudiant, j'ai été président de Jurisnet. Et ça changeait tout. C'est vrai. Ce qui fait qu'à partir de là, j'ai commencé à aller dans les forums de droit sur Internet qui commençaient à exister en tant que président d'association. Et j'ai été invité. J'ai pu aller aux rencontres d'Autran, à l'époque, qui était sous-tendu par une énorme association qui essayait de réguler toutes les activités sur Internet, en tout cas de réfléchir à ces problèmes-là. J'ai pu rencontrer Maître Ferral Schul, qui était une nana extraordinaire. Voilà, j'ai pu rencontrer Maître Bensoussan, des figures. Et un mec qui a beaucoup compté derrière, une personne qui a été très très importante pour moi, qui s'appelle Xavier Linan de Belfond. Et l'idée étant qu'à ce moment-là, je participais dans des forums qui étaient mis en place, qui étaient plutôt des forums politiques. D'accord. Sans être partisan de rien du tout, mais politique dans ce domaine du droit de l'Internet. Et à telle enseigne que j'ai rappelé le fameux master que je voulais faire à Paris 11 en leur disant, cette fois-ci en me présentant en tant que président de l'association Jurisnet. Et là, ils me disent, super intéressant, mais ils ne se souvenaient plus du tout que j'existais et qui j'étais. Et donc, super intéressant, on organise un forum du droit tous les ans et on vous met en contact avec les étudiantes qui s'occupent. Il y avait 2 étudiantes que j'adore, qui sont devenues des amies et qui, à l'époque, me disent « mais c'est vachement bien ce que vous faites. Vous voudriez pas venir faire une intervention ?» Et moi, j'ai dit « mais avec plaisir !» Donc, le diplôme dans lequel auquel je voulais postuler et pour lequel j'étais considéré comme un petit étudiant postulant, je me suis retrouvé en amont à faire une intervention dedans en tant que spécialiste du droit de l'Internet parce que j'étais président d'une association totalement virtuelle où j'étais le seul, évidemment, adhérent. Et donc, le paravent social, ça m'a appris que c'est très important. C'est-à-dire qu'en fait, la perception qu'on a de vous est importante et presque aussi importante que ce que vous faites réellement. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu as aussi commencé à ce moment-là à prendre conscience du réseau parce que là, mine de rien, tu étais en train de construire un premier réseau de juristes. Sans le savoir. Sans le savoir, là, c'était pas conscient. L'objectif était de me mettre en avant suffisamment. Moi, j'avais une difficulté à me mettre en avant en titre de personne, mais par contre, masqué par une association, porté par une association. Oui, en montrant que tu défendais autre chose que ta propre personne, ça te mettait plus à l'aise. T'as tout compris.
Mais en même temps, ça a servi quand même à plein de personnes. Ça a quand même permis de mettre en lumière certains juristes, mettre en lumière des problématiques sur le droit. Ensuite, et toi, tu as pu avancer avec. Là-dedans. Exactement. Ouais. Et en fait, tu peux te faire porter par les autres. Et donc, c'était un effet de conséquences presque inconnu. Donc, à ce moment-là, je suis toujours dans ma société en train de faire webmaster, et mon frère me fait rencontrer un ami à lui, Ken, et on tombe un peu amoureux professionnellement ensemble. Lui, il était en école de commerce à l'ESC Lyon, et on se dit, mais il faut qu'on monte une boîte ensemble. On ne sait pas quoi. On boîte ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble. On se met à 3 avec mon frère, on fait plusieurs réunions pour savoir qu'est-ce qu'on ferait demain comme boîte, un petit peu comme side business, en disant, moi, je dois quand même terminer mon droit. Et il se trouve qu'au bout de quelques réunions, on se rend compte que, passant par des idées comme mettre des services informatiques dans les universités, mais ça ne marchait pas parce qu'il fallait demander plein d'autorisations, c'était compliqué. Et je leur dis, mais c'est simple, finalement, on va refaire le même métier que je fais tous les jours, mais on va le faire dans notre propre boîte. Donc, on va faire des sites web. Voilà. Et là, on décide de monter une première société qui s'appelle NetPartners. D'accord. Après avoir beaucoup travaillé le nom. Et en 96, on fonde cette société qui s'appelle NetPartners. Alors, il faut savoir que le nom est quand même assez important parce que à plusieurs reprises, en 1996, l'Internet n'existe pour personne et on nous appelle pour savoir si on fait du nettoyage à sec ou du nettoyage de bureau après 22 heures. À cause du net. Voilà, exactement. Donc, c'est... OK. Prenez des cours d'anglais. Voilà. Et il se trouve qu'à ce moment-là, on est dans l'appartement de Étienne. D'accord. C'est vraiment le mythe du garage. Là, on est, on est dans un studio dans le 18e arrondissement et on cherche des locaux. Et il se trouve que je dois quand même présenter mon diplôme de M2, mon DESS. Et j'en avais un, comme je l'ai dit, là, en tête, mais je ne voulais pas à nouveau être banané. J'avais toujours une chance de ne pas être accepté. Et même une bonne chance, parce que c'était un diplôme qui était très couru. Et je décide d'ouvrir le guide des DESS, le guide des diplômes de 3e cycle, en droit, et je vois qu'il y en a un à Paris 1 et il y en a un à Paris 2, un DEA. Et je décide de les présenter les deux. Le premier à faire ces dates de sélection de remise de dossier, c'est celui à Paris 1. Donc j'y vais, il s'appelle DESS de droit et administration de la communication audiovisuelle. Un truc assez long, mais qui correspondait. J'avais compris qu'il faisait quand même globalement pas mal de choses en télévision. Comme je suis un très gros téléphage, je consomme tout et n'importe quoi, jusqu'à aux émissions à 3h du mat, voilà, comme je dors pas beaucoup. Et je le présente, et donc c'est au-dessus d'Universal Music, place de l'Estrapade, là où maintenant aujourd'hui est investi Émilie Paris. Je vois très bien où c'est. Et rue des Fossés Saint-Jacques. Et donc je monte les 5 étages, et là je dépose mon dossier, je tape à la porte, et il y a un monsieur un peu âgé qui m'ouvre la porte, qui me dit écoutez, votre dossier je le prends, mais j'ai rien à faire là, donc vous voudriez pas me raconter votre histoire? Allons-y. Pas de problème, allons-y. Donc je raconte, je ne fais pas tout ce que j'ai dit dans le podcast là, parce que c'est quand même assez long, mais je lui fais la version courte en disant j'ai monté une société. Ce qu'il faut d'habitude pas dire, je dis à tous nos auditeurs là, il ne faut pas le dire, parce que les gens aiment bien qu'on fasse 100% de leur activité. Mais bon, comme là, tu étais assez en confiance, donc tu décides de lui raconter ce que tu faisais. Exactement, et puis j'étais plus qu'en confiance, c'était pas celui que je voulais faire prioritairement. En plus, donc pas d'attente. J'avais pas d'attente. Donc je lui dis, quitte à faire le truc, autant être totalement franc. Et je lui dis, j'ai monté une boîte et j'ai envie de faire mon diplôme en même temps parce que je veux terminer proprement mon droit. Et il me dit, et je lui raconte un peu l'histoire, il me pousse un peu à raconter, il me dit, mais racontez-moi un peu l'histoire de la société, qu'est-ce qu'elle va faire. Et là, je lui parle Internet, j'ai l'impression de lui parler chinois, donc je fais un petit peu de pédagogie. Il me dit, c'est super, est-ce que je peux vous faire visiter les locaux? Ok. Ok, fais-moi le tour du propriétaire, gars, il n'y a pas de problème. Et il me fait faire le tour. On est il m'explique, c'est des locaux qu'il loue, c'est en face de l'université, mais c'est pas dans l'université parce qu'il a un deal, etc. C'est payé par la taxe d'apprentissage, ok, mais qu'il n'a pas trop le droit, ok, voilà. Et il me dit, on a monté le Conservatoire européen d'écriture audiovisuelle, là, avec une de mes anciennes étudiantes. Il y avait Iris Buchet à l'époque, qui est aussi une amie maintenant, et voilà, elle a monté ce truc-là.
Et il me dit, il y a une autre salle, voilà, ça c'est la salle de cours, et puis il y a une autre salle, elle est libre. Est-ce que ça vous dirait de monter votre boîte à l'intérieur, enfin de la mettre ici, et vous faites les cours à côté? Garde, je lui dis, wow. Là il y a des caméras, il y a un truc qui va pas, enfin c'est où, et qui va être le deal malsain. Ça va vraiment me coûter combien cette histoire? Et exactement. Et il me dit, je lui dis, on se regarde, et il me dit, ouais, vous me devez quand même quelque chose à la fin. Ouais. Qu'est-ce que c'est quoi le deal? Et il me dit, vous réparez mes ordinateurs quand ils marchent pas. On signe. Allez. Il est où le contrat? Il est où le contrat? C'est exactement ça. Alors, il se trouve, vous devez quand même être accepté parmi les entretiens. Oui. Mais c'est sûr que ça a été... Il va pousser quand même. Exactement. Ouais. Il va pousser. Et deuxième entretien... C'est fou, c'est incroyable. Deuxième fois que je viens, au moment des entretiens, et là, c'est là où le réseau arrive quand on ne s'y attend pas. Le fameux, je l'ai cité juste un peu plus tôt, mais le fameux Xavier Linan de Belfond était un intervenant assez majeur dans ce diplôme. D'accord. Et je le rencontre par hasard lors de ma deuxième venue dans les locaux. Et là, évidemment, on se connaît, on se voit au travers de Jurisnet. Ouais. Et là, pour le coup, il me dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Vous ne devriez pas être dans l'autre diplôme. Et c'est lui qui plaide pour moi en disant à Daniel Sabatier à l'époque, puisque ce monsieur qui m'a reçu était Daniel Sabatier. Oh là là. Il lui dit, mais il ne va pas venir chez toi. Mais en mode, j'étais l'objet de la convoitise, alors que moi, j'étais juste postulant. Oui. Et donc cet objet de convoitise a fait que ça a été une facilité pour passer les épreuves. J'étais un peu un animal bizarre parce que d'habitude les gens viennent pour faire du cinéma et de la télé, et là moi je faisais du digital, et donc ça n'existait pas vraiment à cette époque-là. Et voilà. Donc j'ai été pris là-dedans, et j'ai eu l'occasion finalement de passer aussi les entretiens pour le fameux diplôme. Le DEA. Alors le DEA, j'ai passé les entretiens, ça s'est bien passé aussi, mais l'autre DESS à Paris, d'accord, faire celui de droit de l'informatique, et j'ai vraiment fait un crime, j'ai commis un crime de lèse-majesté parce que j'ai passé les entretiens, ils m'ont dit, mais ils me posaient la question fatidique, vous avez postulé ailleurs, donc il y avait une guerre entre les deux. Ouais. J'ai dit oui, j'ai postulé au DESS de Daniel Sabatier, c'est comme ça qu'il s'appelait, et ils m'ont dit, mais ok, et vous avez votre statut? Je lui ai dit, oui, je suis pris. Et là, c'était en mode, vous allez nous refuser votre venue si vous êtes accepté. Donc voilà, c'était un peu ça. Et je leur ai dit non. Mais c'était pas très classe d'ailleurs, parce qu'il faut toujours bien traiter les gens, et surtout... Oui, parce qu'ils savaient pas que tu étais déjà pris. Ouais, et puis j'ai tendance à dire, j'ai appris des choses, notamment, il faut jamais insulter l'avenir. Voilà, il faut toujours faire très attention, les choses reviennent, etc. Là, en l'occurrence, j'ai insulté personne, mais j'ai un peu manqué d'humilité, clairement. Donc, il faut savoir la garder. Voilà. Je comprends. En toutes circonstances. J'ai fait cette année fabuleuse où j'ai installé ma société. Et j'ai fait une année d'université, c'était extraordinaire parce que j'ai eu cette capacité à aller traverser, à être à 10 mètres de mon bureau. Et, ça, c'est super. Voilà. Et je faisais mes cours et j'ai rencontré des gens extraordinaires. Et je ne connaissais pas du tout ce fameux DESS, ce diplôme, et il a changé ma vie. J'ai rencontré Daniel Sabatier, qui était une personne c'est quelqu'un qui dédiait sa vie aux autres, en fait. Il avait monté ce diplôme de manière un peu foutraque. Il comprenait rien à la matière. Ça l'intéressait sans l'intéresser. D'accord. Mais ce qu'il aimait, il avait des amis qui travaillaient là-dedans, et il l'a monté à la faveur de l'arrivée justement de Mitterrand au pouvoir et de la gauche au pouvoir, et qui, quelque part, en 82, les gens s'en foutaient de la télé, donc pour l'art universitaire, c'était quelque chose de sale, même la télé. C'était un vulgaire meuble sur lequel on mettait un apron, et on disait... On faisait en sorte de regarder éventuellement une chaîne à 23h, on regardait Arte. En cachette. En cachette. Là, en l'occurrence, donc il a eu une vraie liberté. Il a monté ce truc-là, et tout ce qui l'intéressait, c'était le devenir de ses étudiants, et leur bien-être, et faire en sorte qu'ils trouvent un vraiment leur créer un tremplin pour l'avenir. Avec une relation très particulière, il s'investissait beaucoup, il passait du temps, il invitait ses étudiants chez lui, le week-end, il passait... sa femme était extrêmement résiliente et résistante, mais voilà, il dédiait sa vie aux étudiants, et j'en ai fait partie, et lui croyait au fait que j'avais envie de réaliser mon projet. Donc j'ai réalisé ça chez lui pendant 2 ans. Ça a été... l'année d'études a été vraiment marquante, dans le sens où c'est vraiment le réseau qui m'a marqué, c'est l'amitié, c'est l'envie. C'est la première fois que j'avais envie d'aller quelque part passer des cours, et rencontrer les gens toute la journée, et en même temps travailler dans ma société en parallèle. C'était génial. Et là, j'avais évidemment débauché des gens de mon ancienne boîte, parce qu'ils étaient bien, et j'avais envie de les faire venir. Et
ça s'est correctement passé, sauf que pendant 2 ans, monter une boîte qui fait des sites web en 96, de 96 à 98, c'est pas mal, mais on s'est très vite rendu compte que c'était pas scalable. C'est-à-dire que faire de la prestation de service, c'est faire de la presta. Donc on peut marger sur de la presta, mais on peut pas multiplier les pains, contrairement au logiciel où tu fabriques une fois et ensuite on peut vendre 1000 fois. Donc 98 arrive, c'est vraiment le début de la première vague de start-up. Et là, se pose la question de savoir, justement, on voit que c'est pas scalable, donc on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le modèle? Et on s'est dit, il nous faut soit un produit, soit un service qui fait qu'on change un petit peu la donne. On voyait des sites web qui faisaient que de l'édito, simplement 3 pages web qui levaient des millions d'euros. On se disait, mais on n'est pas du tout dans le bon truc. Nous, on est des bureauliers, des gens qui travaillent avec nos petites mains. Comment on fait? On a évalué plusieurs business et un ami, justement, issu du DESS, nous pointe le fait que CanalSat s'était lancé en 96, la télévision par satellite. TPS s'était lancé en 98 et que chacun mettait des décodeurs, fameuses boîtes, des box à l'époque, qui recevaient depuis le satellite les données et les chaînes. Et qu'à l'intérieur, il y avait un petit ordinateur. Et on s'est dit, mon ami commun me dit, mais je peux te présenter aux gens de Canal. Autant TPS a un écosystème de développeurs pour faire des services interactifs. Donc, qu'est-ce que c'est un service interactif? C'est le guide des programmes, pour savoir quels sont les programmes, le Now and Next, le bandeau qui s'affiche, qui donne l'infoprogramme. Mais ça peut être le PMU, avec le fait de faire des paris en ligne. Ça peut être de la pub interactive, avec des bandeaux qui s'affichent en même temps que l'écran. On est à une époque où il n'y a pas vraiment de mobile suffisamment interactif. Donc tout se passe sur l'écran principal. Complètement, Et Canal avait un vrai problème, c'était qu'ils n'avaient pas d'écosystème de développeurs. Ils avaient une obligation d'avoir cet écosystème parce qu'ils ne pouvaient pas en interne développer ça pour tous les opérateurs qui commençaient à se développer. Et l'univers Canal, il faut se rendre compte que c'est CanalSat, mais c'est Telepiù en Italie, c'est Première en Allemagne, c'est Sorrecable en Espagne, c'est Canal Digital en Scandinavie. Donc tout se développait et effectivement la société Canal+, c'était elle qui détenait la technologie et qui développait pour ces différents opérateurs. Et CanalSat voulait avancer très vite sur les services interactifs. Et Canal+ leur disait, mais nous, on n'a pas le temps, on installe des trucs dans les services de base dans les opérateurs. Et ils avaient d'autres problèmes, une fragmentation trop importante du décodeur, parce que le deal qu'ils avaient, ils avaient racheté en fait cette technologie à une société externe, et pour baisser les prix, ils avaient négocié le fait qu'ils renouvelaient le parc de décodeurs tous les 6 mois. Ah oui, d'accord. Ce qui fait que Sony, Pace et d'autres fabricants de décodeurs fournissaient des nouvelles versions à chaque fois, intégraient la technologie de manière un peu foutraque, et résultat, tu avais 72 versions de décodeurs, et donc si tu voulais afficher un rond rouge en bas, et ça te donnait un carré bleu à droite, donc en haut. Donc c'était un vrai sujet, et au final, ils se disent, évidemment, il y a des grosses sociétés de développement qui tapent à la porte pour dire on aimerait faire des services. Ils savent qu'ils n'ont pas la capacité à supporter ce genre de société. Donc on a eu une brèche, une vraie petite brèche, où on s'est dit, mais peut-être que nous, en étant une société qui n'existe à peine, qui est faite de 3 personnes, on peut peut-être, enfin un peu plus, on était 5 je crois, on peut peut-être essayer de leur proposer d'exister dans cet univers et d'être licencié. Et on a obtenu la première licence de développement. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, Canal+ vendait le kit 220 000 francs. C'était de l'argent qu'on n'avait absolument pas. Et donc, on a accepté de signer un contrat qu'on pouvait pas payer, en se disant que, on arriverait probablement, et puis au pire, on nous apporterait des oranges à Fleury, hein. Mais voilà. Donc ça, c'était une première prise de risque. Et puis la deuxième prise de risque, c'était qu'il fallait sous-tendre ça par un contrat avec CanalSat. Parce que CanalSat disait, mais on a plein de sociétés qui essayent d'avoir ce contrat, qui sont des grosses sociétés. Pourquoi vous, quoi? Qui disaient, mais si vous y arrivez, on vous signe 1 an d'exclusivité sur la pub interactive. Ok. Donc là, c'était super. Comme on savait qu'on pourrait peut-être l'avoir, parce que évidemment, on était tout petit, que Canal+ pouvait nous taper sur la tête à tout moment, on leur a dit, écoutez, oui, c'est super intéressant, mais CanalSat nous a dit, oui, mais on veut venir chez vous pour voir un peu, pour signer le contrat. Nous, on était partis des locaux l'angoisse du DESS, et on était retourné dans un local dans le 18e, qui était un local pas très visible. Et donc, résultat, j'ai appelé un copain au Père-Lachaise, Axel Zimmer, tu te reconnaîtras, et je lui ai dit, écoute, j'ai besoin de tes locaux pendant
2 heures. Et on a fait fabriquer chez un serrurier la plaque en mettant le nom. La boîte s'appelait NPTV, maintenant on a pris Net Partners TV, voilà. On a mis le truc, on a dit voilà, tel étage, je ne sais plus quel étage. Et on a invité toute la troupe de Canal. Bravo. De CanalSat pour qu'ils viennent dans nos locaux. Et ils avaient 40 graphistes, c'est une boîte de graphisme, 40 graphistes qui étaient en train de faire du graphisme. Donc ça les a impressionnés. Et résultat, on les a fait venir dans les locaux. Et ils ont vu les 40 graphistes. On avait Étienne qui était le président, qui était à la table, une superbe table. J'adore. Et on a signé le contrat comme Don Gaston Lagaffe avec le Westmaker. Et ils sont venus. Et il se trouve que, alors c'est devenu tous des amis. Marie-Christine, très non, mais on aurait tous fait pareil, c'était ce qu'il fallait faire. C'était ce qu'il fallait faire. Et c'est vraiment devenu des amis. Je leur ai appris la blague un petit peu plus tard, même, parce qu'il a fallu passer quelques années, mais c'était génial. Mais vous avez bien fait. Et puis c'était ce qu'il fallait faire, c'est hyper malin. Voilà. J'aurais fait la même chose. Bravo. Bravo. Et donc, muni d'une exclusivité d'1 an avec CanalSat, la licence avec Canal+, on est allé voir des investisseurs. Disant, voilà, maintenant c'est sérieux et vous pouvez investir chez nous. On a 1 an pour transformer l'essai, quoi. Exactement. Et là, effectivement, on a eu les patrons de Cara à l'époque qui ont investi qui était la grosse agence de pub, conseil pub, qui a investi en tant que business angel. On a eu Cyber Capital qui était Pierre Sisman, Dominique Bourse qui ont investi aussi au démarrage en tant que business angel. En plus, ça a crédibilisé le modèle. Puis on est allé chercher des investisseurs en fonds de capital risque. Ça a été extraordinaire parce que on a levé rapidement tout 5,5 millions d'euros. Ça nous a permis de développer, de prendre de nouveaux locaux, cette fois-ci des vrais locaux. 18 rue du Faubourg du Temple, c'est assez rigolo parce qu'au 18 rue du Faubourg du Temple, c'est devenu l'immeuble qu'on appelait la République Allais, parce qu'on était les premiers à avoir pris le plus bel étage, au 5e étage. Il y avait des boiseries extraordinaires. Et en fait, Laurent Edel, à l'époque, qui était un mec, qui est toujours un mec génial, mais qui avait les locaux de sa grand-mère, puisque à l'époque, c'était des poceries qui avaient fait faillite. Donc l'immeuble était il fallait le rafraîchir. Et en gros, le modèle, ça a été de dire, je trouve des startups, c'est le bon moment. Donc on a investi, on était l'étage témoin pour avoir fait venir tous les startups. Et c'était l'immeuble des startups. Et à l'époque, Chirac est venu investir les lieux pour dire, voilà, toutes les startups. Et tout l'argent des investisseurs servait en partie à rafraîchir les locaux. Il fait qu'il s'est retrouvé avec des gens qui ont fait faillite, mais par contre des locaux tout neufs. Ouais, d'accord. Ok, bon, on n'a pas tout perdu. Il se trouve que nous, on a avancé, ça s'est bien passé. Donc au bout d'1 an... Au bout d'1 an, c'est bon. Tout s'est bien déroulé. On a eu plein d'aventures. Alors voilà, c'est des aventures d'entrepreneurs. Mais on a employé des gens extraordinaires que j'ai trouvés, justement des anciens, des gens hyper successful. On a monté en 1998, 99, on a monté une division de fiction interactive. On a testé des choses qui a pris des risques. Je remercie, alors je sais qu'on ne fait pas forcément de name dropping, mais je remercie des gens. C'est positif, ça va. Ouais, c'est très positif. Un Julien Borde, aujourd'hui, qui est le patron de One Kids and Family, qui, sur Disney Channel, a pris des risques avec nous pour justement tester des choses en interactivité, qui nous a beaucoup accompagnés. On avait embauché Voyelle Acker, qui est aujourd'hui chez Small, et que j'adore, et qui dirigeait justement cette partie de fiction interactive avec Julien Favre. Voilà, on a eu des époques extraordinaires. Arrive 2001, et 2001, on arrive un peu au bout de notre cash. Absolument en 2000 qu'on lève de l'argent. On fait notre investisseur principal, parce qu'au départ on avait levé, donc on a levé ces premières sommes de fonds de capital risque, on les a levées auprès de CITA, qui est un groupement de la Caisse des dépôts et consignations de BNP Paribas et de l'État du Koweït. Et de l'autre côté, en FCPI avec la Société Générale. Et donc en 2000, la Société Générale dit, moi j'ai envie de sortir. Par contre, CITA nous dit, je vous donne la moitié de ce que vous trouvez, mais vous êtes dans l'obligation de trouver l'autre moitié. Je crois en votre business, mais il faut que vous prouviez que vous êtes capable de lever de l'argent. Et en 2001, en janvier 2001, on lève la dernière ligne de ce que ING, la banque ING, avait un fonds de capital risque, et on arrive à les convaincre. Donc chacun met 6 millions d'euros. Et donc on lève 12 millions d'euros en janvier 2001. Sachant qu'en mars, nous n'avions plus les moyens de faire les payes. C'était court. On était pile à temps. Vraiment pile à temps. Ouais. Et en avril, c'est le crash.
premier crash Internet a lieu en avril. Donc, on a un bol extraordinaire. Et je pense qu'il faut savoir que l'entrepreneuriat en start-up, c'est une somme d'erreurs. Je pense que je peux faire un bouquin sur toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire et qu'on a faites. Mais il faut avoir de la chance. Et là, on a eu beaucoup de chance. Donc, résultat, on était vivant dans un moment où les gens n'allaient pas bien. Et on a réussi à survivre sur ça. Donc, on a embauché des gens plus seniors. On a commencé à s'équiper. On a acheté des boîtes. On a réussi à survivre. On a professionnalisé. On a fait des logiciels un peu particuliers pour les décodeurs, pour faire en sorte que ça se passe bien. On a développé, et là, c'était un truc incroyable. Canal a vendu sa technologie, parce qu'on accompagnait Canal. On était toujours un bon fournisseur de Canal+. Et Canal vendait sa technologie à l'extérieur. Et elle vendait sa technologie, notamment, elle l'a vendue en Malaisie. D'accord. Et en Malaisie, les Malaisiens, l'opérateur malaisien, Astromeasat, nous a dit maintenant c'est très bien, on a acheté votre technologie, mais on ne veut pas que d'une boîte qui est en France c'est 11 heures de vol, 6 ou 7 heures de décalage horaire. Nous, il faut relocaliser notre besoin, quoi. Ouais. Et donc, ils nous ont dit on vous accompagne, on vous présente des boîtes locales et vous faites un partenariat avec un transfert de technologie. Okay. Et il se trouve qu'on a trouvé une société locale avec un monsieur qui est extraordinaire, qui est un ami que j'ai encore eu hier, qui est chinois et qui est installé en Malaisie, et avec lequel on a créé une joint venture, une société commune là-bas. Et, ce qui s'appelait Vision New Media, et j'avais un bureau en Malaisie, un bureau à Kuala Lumpur. Et donc on se baladait entre Paris et Kuala Lumpur pour justement développer. Ça va. Sauf quand tu le fais en écho. Oui. Mais t'étais jeune, ça va. Oui. Donc ça se passe bien. C'était plein de difficultés, plein de choses géniales. Et sincèrement, on était devenu un peu petit actionnaire à force de dilution, parce que les actionnaires arrivaient, et puis à chaque fois, tu te retrouves un petit peu baissé dans le capital. Mais c'était l'aventure entrepreneuriale était extraordinaire. Ouais. Ça a été vendu en 2007. D'accord. Une partie chez NetGem, qui est une boîte française, et une partie racheté par nos partenaires en Malaisie. D'accord. Et on a fait un an d'earn-out, tu sais, où tu fais une passation de la société. Il se trouve que là, à ce moment-là, pose la question de qu'est-ce que je fais après. Et là, je vais faire un petit aparté, je vais revenir en arrière, mais tu vas comprendre la logique de tout ça. Je reviens en 2001, le fameux moment du crash. Au crash informatique, exactement. En avril. Là, je viens voir Daniel Sabatier, qui m'avait hébergé, qui m'avait donné accès à mes premiers investisseurs, comme je l'ai dit, mes locaux, qui m'a accompagné tout ce long-là. Et j'étais assez proche de lui, puisqu'on était dans ses locaux, et 2 ans, et vraiment... La vraie rencontre. C'était la vraie rencontre, et je lui ai dit, écoute, dans 3 ans, tu vas partir à la retraite. Dans 3 ans, toi, tu as monté un diplôme avec plein d'anciens, plein de gens qui sont dans la télé. Moi, je fais partie d'un truc peut-être nouveau ou peut-être totalement à part, mais je te dois tout et j'adore ce que tu as fait et c'est le moment de qu'est-ce que je peux, moi, t'apporter. Et il m'a dit, je sais pas. Et j'ai identifié un truc. T'as organisé des anciens, ce réseau d'anciens, mais uniquement dans ta tête. Faisons en sorte que ça soit quelque chose qui soit construit, organisé, hiérarchisé. Et je lui dis, moi je suis un gros geek de base, donc je te monte une base de données, et puis ton annuaire papier que tu fais, je vais l'informatiser, je vais en faire quelque chose, et puis je vais organiser des événements régulièrement. Et donc à ce moment-là, je le fais, je demande à quelques copains, dont Raphaël Mathieu, qui a été extraordinaire à ce moment-là, et quelques élèves actuels qui étaient dans le DESS, et on se met à construire une première association d'anciens élèves. Et ça se passe bien. Moi, ce que je fais, c'est que j'écume les bars de Paris en leur disant que je vais leur amener la crème de l'audiovisuel parisien. Je vais voir aussi des salles en leur disant est-ce qu'on peut faire des petits déj, etc. Et puis je commence à créer des événements. À rendre vivant le réseau finalement qu'avait construit Daniel Sabatier avec sa formation. Exactement. Et à faire du web marketing parce que j'avais une base de données que j'avais un peu scriptée, et je pouvais envoyer des mails, etc. Et ça marchait bien. C'est-à-dire que les gens venaient, étaient extrêmement favorables à ça, les soirées, les gens venaient, etc. Et donc c'était très très agréable. Petit à petit, les choses se passent. Il se trouve que à ce moment-là, au moment où Daniel Sabatier doit prendre sa retraite, le diplôme est investi par une nouvelle équipe qui arrive petit à petit, qui a été missionnée par l'université et qui n'a pas... Enfin, il faut savoir que ce genre d'organisation qui est toute petite, qui n'est pas structurée, elle tient sur les hommes, les femmes. Donc s'il lui part, voilà, qu'est-ce qui va se passer ? Tout peut être remis en question. Et tout a été remis en question. Et donc...
ce qui devait être une association d'anciens est devenu une espèce d'association de maintien de la culture et de la pensée et de la philosophie de ce qui s'est fait. Et c'est vrai qu'on s'est plus du tout retrouvé dans la manière de gérer de cette nouvelle équipe. Et le diplôme lui-même changé de nom, il est devenu le D2A. Les nouveaux dirigeants, voyant cette différence de culture et voulant impulser une nouvelle culture, nous ont clairement dit qu'ils n'avaient pas très envie qu'on soit une sorte d'État dans l'État. Donc ils nous ont demandé d'aller voir ailleurs. Et c'est ce schisme-là qui nous a forcés à réfléchir à une autre organisation. On s'est dit, si on n'est plus supporté par les personnes qui sont dans l'université, qui ont cette culture du diplôme et qui ont cette historique, si cet historique doit être remis en cause, autant créer un mouvement nouveau. Et c'est ce schisme-là qui a créé le Media Club. D'accord. Voilà. Ça t'a permis de conserver ce travail que tu avais fait du réseau autour de cette formation, en dehors, pour plus être dépendant finalement de la formation en elle-même. Tu as tout compris. Ouais. Et c'était une nouvelle ère. C'était le dire, les amis de mes amis sont mes amis. Et aussi, c'est parce qu'ils ont une envie commune, beaucoup plus qu'une appartenance commune. Et on va recréer une appartenance. Oui, puis tu as été témoin aussi de l'émulsion que ça crée, j'imagine. Que du coup, d'organiser ces événements, ces rencontres et tout, tu as bien vu que ça créait des bonnes rencontres, des bons projets, des synergies, etc. Et moi, je prenais un plaisir extraordinaire à ça. C'est-à-dire que je me rendais compte que l'essence de mon travail, même si j'adorais la technique, comme je t'ai dit, même si j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat. Ce qui m'intéressait dans l'entrepreneuriat, c'était plus l'équipe, en fait. Oui. Et j'adorais, d'un point de vue associatif, voir ces connexions qui se faisaient, être la petite goutte d'huile qui permettait de débloquer un rouage. Ça, c'était génial. Génial. Et voir éclore des profils, et voir et les voir progresser. En fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de les voir sur le temps. Ouais. Tu vois, toi et moi, on se connaît depuis un certain temps maintenant. Oui, c'est vrai. Et ça m'intéresse beaucoup le devenir des gens, de voir qu'est-ce qui les anime, comment ça peut faire, comment eux-mêmes évoluent dans le monde. Ah oui, c'est passionnant. Voilà, c'est passionnant. Et puis surtout, ça rebondit sur moi, ça rejaillit sur moi aussi. Et puis j'apprends des choses. Et ça m'aide aussi à progresser parce que je pense que les expertises et les expériences que tu peux en tirer, tu peux le redonner aux autres. Donc voilà. Donc ça, c'était un petit peu le sel du truc. Donc j'ai adoré. Et le Media Club, m'animait pour ça. Donc hop, tu le formes officiellement en dehors de l'université en 2004, du coup. Exactement. Et à ce moment-là, et précisément en 2004, on change de nom, puisque 2001, c'était Association des anciens élèves, et puis en 2004, on change l'objet, enfin un petit peu l'objet social, mais surtout le nom, la dénomination. Et ça devient vraiment Media Club, autonome. Voilà. Et donc, à partir de là, on se développe. Et c'est vrai qu'en 2008, alors en 2006-2007, Dixit, monté par Jean-Pierre Foujas à l'époque, qui est un gros organisme de formation, qui est gros pour le secteur, mais petit en taille réelle, me demande de monter les premières formations sur les nouveaux médias. On appelait ça comme ça à l'époque. C'est-à-dire, en gros, le public, c'est des producteurs, des scénaristes, des intermittents. Et qu'est-ce qu'on leur dit sur l'univers du digital, puisque c'était un peu mon dada. Et en fait, ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup aimé ça. Et je suis allé en 2008, quand la société a été vendue intégralement. Quel était le projet ? Alors, le premier projet que j'avais, c'était un projet que Daniel Sabatier avait qu'on avait fomenté ensemble, c'était de savoir comment on pouvait faire de la formation continue. C'était une vraie volonté de le mettre en place depuis longtemps, et je lui avais dit, mais il faut que je termine ma société pour m'y intéresser. Donc naturellement, c'était ce que je voulais faire, c'est-à-dire que dans mes réflexions post-vente de ma société, c'était est-ce que j'ai envie de continuer la techno, pour la techno, parce que c'était un vrai sujet et j'aurais pu, et ça m'a attiré. Oui, puis que tu avais toujours cette attirance-là, tu vois, pour la technologie. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'adore inventer des trucs. Alors des trucs qui servent la plupart du temps à rien, mais j'adore inventer des trucs. J'aime bien avoir des idées, à me dire, tiens, il y a tel usage, on peut quelque part en faire un business ou pas. Bon, ça ne vaut absolument rien. Mais tu aimais bien créer. Voilà, j'aimais bien créer, et j'aimais surtout, ce qui m'intéressait, c'est que j'aimais aussi ce qui se passait au Media Club. Et donc, je me suis dit, mais est-ce que je peux faire quelque chose beaucoup plus du côté Media Club et de le rendre compatible avec cette envie de créer. Et donc, je me suis dit, je vais créer des business autour. Donc, j'ai posé la question à mon conseil d'administration qui m'a donné son blanc-seing pour que je puisse commencer à créer des structures autour du Media Club. J'ai imaginé 2 structures. Une première structure qui faisait de la formation,
D'accord, ok. Donc un organisme de formation qui s'appelle aujourd'hui The Media Faculty. Et ça a été créé en 2008. D'accord. Et une autre structure, et ça a été auquel je n'imaginais jamais investir le moindre copec, c'est Sophie Pérez-Costanzo. Ça, c'est une petite histoire aussi, qui était à l'époque à la DRH d'Eurosport, numéro 2 des ressources humaines d'Eurosport, qui me voyait évoluer, qui était intervenante dans le DESS, et qui me dit Jérôme, je vois ce que tu fais, je trouve que ce qui serait cohérent maintenant, c'est que tu deviennes chasseur de tête. Okay. C'est quoi chasseur de tête? Oui. Okay. J'en avais déjà utilisé un dans mon ancienne boîte, je l'avais trouvé absolument nul. Et je me suis dit, ça sert vraiment à rien la chasse de tête. Donc, ok. Elle me dit, si tu veux, je te présente mon boss, le DRH d'Eurosport, qui est d'accord, je lui ai parlé de toi, et qui est d'accord pour te dire ce qu'il fait, lui, avec les chasseurs de tête. D'accord, ah bah oui. J'appelle monsieur, et qui me dit, écoutez, moi j'ai très peu de temps pour vous, mais ça m'intéresse. Si vous êtes d'accord pour vous lever tôt, je vous reçois le jeudi, tous les jeudis, à 7h du matin, à Issy-les-Moulineaux, à la Tour d'Eurosport. Oui. J'ai dit, avec plaisir. Donc, je me suis pointé là-bas. Il a été extraordinaire. Il m'a dit, on s'est vu 6 ou 7 fois. Et il m'a dit, voilà comment je bosse avec les chasseurs, voilà ce qu'ils font, voilà les rapports qu'ils me produisent, voilà les contrats qu'ils me produisent. Il m'a tout ouvert. Et j'ai pu avoir accès à des trucs extraordinaires. Et là, il m'a dit, à la fin, il m'a dit, voilà, moi, je peux pas te donner de contrat, parce que c'est les processus d'achat TF1, mais, parce qu'à l'époque, ça appartenait à TF1, Eurosport, mais je suis OK, enfin, je te donne tout ça, à toi d'aller dans le monde pour essayer de devenir chasseur, parce que je pense que ça peut bien le faire. Ouais. Et Sophie Pérez était toujours là pour m'accompagner aussi. C'est fou, ça. Et ça a été génial. En fait, je me suis dit, c'est une super idée, donc montons un cabinet de chasse. Donc j'ai ouvert en même temps Talent Sphère. D'accord, ok. En disant, ça va être un side business, mais déjà, le business de chasseur de tête, c'est un business super intéressant. C'est un business qui est relativement rémunérateur quand on y arrive. Donc, autant le faire. Si je peux gagner des sous en faisant un truc sympa et qui va renforcer le réseau, tant mieux. Et je me suis dit, mais si je veux démarrer, parce qu'il n'y a que des gros cabinets, donc je ne vais pas réussir à perfer. En fait, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même des cabinets de mid-size qui fonctionnaient bien. Je me suis lancé en appelant les gens en disant, je vous fais des choses gratuites. Je vous fais des missions de recrutement. J'avais eu l'occasion d'avoir dans le réseau des gens qui me demandaient... Qui avaient des besoins. Ouais. Je lui dis, je le fais de manière officielle, avec une marque. Oui. Et le deal, c'est, je te prends comme référence, mais je fais la chose gratuitement. Et ça s'est très bien passé, parce que j'ai réussi à faire des chasses gratuites pour même quelques grands groupes. Et à partir de là, j'allais voir les autres en leur disant, j'ai fait des choses. Et il se trouve qu'à un moment donné, on est en 2009, Laurent Storck est nommé directeur général adjoint des antennes de TF1. Et il veut équiper tous ses directeurs d'unités de programme, fiction, flux, d'adjoints. Il veut un responsable et un adjoint. Et il demande à ses équipes, j'ai envie de changer les chasseurs de TF1, donc je recherche quelqu'un qui soit spécialisé. Et cette fois-ci, en fait, Sophie en entend parler par quelqu'un à la DRH de TF1, et elle fait un peu de lobbying pour que j'ai cette rencontre avec Laurent Storck. Super. Alors moi, je peux dire que je faisais, mais j'ai jamais eu aussi peur de ma vie d'un entretien. Je m'étais enfermé. Oui, c'est impressionnant. J'avais dit à ma femme, mes enfants, mais personne ne me dérange. Voilà, faut que je me prépare. Je crois que j'étais une demi-heure avant en train de préparer le meeting. Ah ouais, je comprends. Et j'ai eu ce meeting avec Laurent Storck, qui avait une réputation de quelqu'un qui était assez ferme, pas forcément le plus sympathique, et très bon meeting. Et à la fin du meeting, il me dit, ouais, on va tenter. Allez, on y va. Wow, bravo. Et il avait besoin de l'adjoint d'Alexandra Kruck. D'accord, ok. Aujourd'hui, c'est drôle. Dans le Média Club, et qui était à l'époque directrice d'unité de programme des programmes de flux de TF1. Voilà. Okay. Et il se trouve qu'on a fait la chasse. Alors, bizarrement, on n'est pas allé au bout de ce recrutement parce que Alexandra, malheureusement, ou heureusement, elle est allée vers d'autres aventures. Et donc, elle n'avait plus besoin de l'adjoint qu'elle choisissait. Voilà. Donc, résultat, je dis à Laurent Storck, tant pis, c'est un peu dommage, mais on va arrêter là. Et moi, je pensais sincèrement que ça allait s'arrêter. Ça s'arrêtait, voilà. Et il m'a dit, mais non, il m'a pris par le col. Il m'a dit, mais tu restes. Jérôme, reste. J'ai plein d'autres choses à faire pour toi. Et il m'a il m'a présenté à Nathalie Laurent, qui était la directrice d'unité de programme de fiction de TF1. Alors moi, j'aimais bien la fiction, je regardais ça comme ça, tranquillement. Mais à ce moment-là, elle me dit, mais j'ai plein de conseillers de programme, il faut que je dois compléter, j'ai eu des départs, j'ai envie de faire. Et l'objet, c'était de renouveler son équipe. Et ça a été fabuleux. Je me suis rendu compte aussi que tout l'investissement que j'avais mis dans le réseau pour aider les gens, parce qu'en fait, tout au long du Média Club, mon énergie avait été
mise dans le fait d'assister les gens qui cherchaient ou qui étaient en transition, de passer du temps avec eux pour essayer de les mettre en contact avec d'autres personnes. Et du coup, ça t'a permis de mieux comprendre les profils, j'imagine. Ça m'a permis. Les différents parcours et puis les différents postes. Exactement. Ça m'a permis ça en premier lieu, et aussi en deuxième lieu, d'avoir... Comme j'ai aidé les gens, je me suis rendu compte que lorsque je leur demandais de m'aider en retour, c'était extraordinaire. C'est-à-dire que tout le monde était là en train d'essayer de m'aider. En fait, j'avais une intelligence collective qui était née de ça. Et j'ai trouvé ça génial de mettre ça en œuvre. Voilà. Donc je l'ai mis en œuvre, et j'ai pu réussir à trouver des profils, et évidemment à les suivre et à continuer à faire fonctionner le réseau qui fructifiait. Donc c'était juste une autre facette du réseau. Oui, en fait, tout c'est cohérent avec le Média Club initial. Enfin, ça va très très bien ensemble. Comme la formation. Avec la formation. Et la formation, c'était simplement mettre en musique des experts du réseau pour parler d'un sujet. Et donc, à chaque fois, c'est le même métier, en fait. Alors, un peu transformé, mais c'est de la même essence. Oui. Et j'ai trouvé ça super. Et donc ça s'est bien passé. Et à partir de là, quand tu travailles pour TF1, j'ai même eu un article dans Le Monde. Ouais, bravo. Incroyable. J'ai tendance à oublier un événement. Je voudrais revenir derrière, et je voudrais remercier Xavier Ynon-Belfond, parce que c'est une histoire qui est... et Daniel Sabatier, parce que c'est une très belle histoire, dont je ne me sers pas du tout aujourd'hui. En 2000, un peu plus tôt, en 99, notre ami Daniel Sabatier me dit écoute, je pense que ça serait bien que tu ailles un peu plus loin que simple universitairement, que tu ailles plus loin que le master, enfin que le DESS. Et il me dit tu connais bien Xavier Ynon-Belfond. Et Xavier vient me voir derrière, il me dit on a fomenté un plan, on aimerait que tu fasses un doctorat. Ok. Et comme tu aimes le droit de l'informatique, un doctorat en droit de l'informatique. Donc, ce qui s'est passé, c'est que pendant 4 ans, donc de 98 à 2002, j'ai travaillé, en fait, et j'ai dû faire ma thèse et travailler sur ma thèse pendant toutes ces années. Et je voulais en profiter de ce podcast parce que c'est une anecdote superbe. En fait, Xavier Ynon-Belfond a été atteint d'un cancer généralisé. Moi, sincèrement, faire une thèse en même temps que ma boîte, l'association, ça fait beaucoup. C'était très difficile à soutenir, mais bon, j'y arrivais plus ou moins. Je fouettais quelques étudiants en cours pour essayer de me avancer mon travail. Et il se trouve que j'ai réussi à la soutenir en 2002, donc une thèse sur la théorie juridique de la preuve électronique. Alors c'est malheureusement un truc dont je me sers très peu, voire pas. Ça m'aide quand je vais en Allemagne parce qu'on m'appelle Air Doctor, mais à part ça, c'est pas vraiment très utile. Mais c'était un chemin fabuleux. Et j'ai appris par la femme de feu Xavier Ynon-Belfond que quand il a appris qu'il avait un cancer généralisé, ça a été assez foudroyant. Il a écrit la liste des choses qu'il voulait faire avant de décéder, et dedans il avait terminé la thèse de Jérôme. Et donc voilà, donc ça c'est comme quoi les gens font des cadeaux incroyables, et donc c'est un truc qui m'est resté, comme les gens peuvent donner sans avoir spécifiquement d'objet de retour, et ça a aussi illuminé un peu le fait de dire que c'était vachement important de donner aux gens. Évidemment, ça ne veut pas dire qu'il faut se sacrifier pour les gens, mais il y avait un truc de don de soi qui était extraordinaire et qu'il ne m'en a jamais parlé. Donc c'était, moi je le savais pas. Je l'ai appris après avoir soutenu. Voilà. Donc c'est chouette. Ouais, c'est touchant. Donc je reviens à mes aventures, en tout cas. On était en 2009. On était en 2009. Et voilà. Et ensuite derrière, les choses se sont développées, sont un peu développé naturellement, c'est-à-dire que le Média Club a grandi. La société, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la structure de recrutement et de chasse de tête est allée beaucoup plus vite en termes de progression que la formation, qui est un business hyper sympa, mais installer la formation, c'est quelque chose de plus long, plus lent. Ça a été des aventures extraordinaires, parce qu'en fait, la chasse de tête, ce sont des aventures très très liées à l'humain, et le métier, c'est quand même 80% de nos vies. Alors évidemment, on a nos vies personnelles, elles sont très 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 importantes, elles participent d'ailleurs à la vie professionnelle et à l'équilibre de vie, mais c'est quelque chose qui est fondamental, ça donne l'essence de ce qu'on fait au quotidien, et je vois l'importance que c'est de mettre dans des trajectoires, et d'avoir ce pouvoir, moi, de pouvoir participer entre l'entreprise, comprendre les médias, parce que évidemment j'ai une diversité. Le Média Club, vous rappelez quelques chiffres, parce que c'est tiré de là. Média Club, aujourd'hui, c'est une communauté d'un peu plus de 10 000 personnes qui sont environ à 60% en télé, médias
traditionnels, 20% ciné et 20% autres, principalement des pure players digitaux. Et dedans, vous avez tous les métiers sont représentés, le métier de la production, de la distribution, de l'édition. Et on a dedans tous les métiers du back-office, c'est-à-dire les acquisitions, la distribution, les RH, la communication, la production artistique, la production déléguée, la production exé, la direction de prod, les finances, le juridique, le marketing. Je pourrais tout faire. C'est un vivier très riche. Voilà, on n'a pas... les professions qu'on ne représente pas trop, on les refuse pas du tout, mais elles sont, pour des raisons de formation, pas exactement dedans. C'est les journalistes, les scénaristes, les gens qui sont devant la caméra et les techniciens intermittents du plateau. D'accord. Voilà. Oui. Ceux-là, on n'a pas de caméraman, on n'a pas d'éclairagiste, on n'a pas d'HMC. Mais ils ont leur propre réseau aussi. Oui, bien sûr. Mais c'est juste pour dire que le Media Club est plus les exécutifs, les managers de l'audiovisuel et de l'entertainment de manière là. Mais c'est vrai que c'est multigenre. On a de la fiction, on a de l'animation, on a des gens du flux, on a des gens des magazines, on a des gens des documentaires, on a des gens de l'info. Et c'est génial. Et du sport. C'est extraordinaire d'avoir cette diversité de profils et de pouvoir naviguer de l'un à l'autre. Chacun a son histoire, chacun a ses envies et chacun peut bouger de l'un à l'autre, même si c'est des réseaux assez construits et puis c'est pas facile de briser le plafond de verre pour certains. Mais voilà, et certaines, c'est très intéressant en tout cas de travailler sur ça. Et il se trouve que le Media Club m'a beaucoup apporté. C'était un truc fondamental et avec une équipe extraordinaire. Et je dirais qu'un petit peu la première à avoir amené quelque chose de plus parce que le Media Club, c'est un réseau. Donc le réseau s'alimente toujours lui-même, mais je dirais, finalement, c'est une mécanique qu'il faut mettre en œuvre, qu'il ne faut jamais arrêter. Qu'il faut entretenir aussi, parce que ça peut vite s'éteindre tout seul. Enfin, il y a quand même cet enjeu de le garder vivant. Tu as tout à fait raison. C'est-à-dire que c'est fondamental de créer du lien permanent. Et on se rend compte que ça repose sur quelques personnes. Mais j'ai eu des propositions pour le faire grandir qui étaient fabuleuses. La première qui l'a faite, je veux la remercier, c'est Florence 110, qui est venue il y a 8 ans, un peu plus de 8 ans, je pense 9 ans maintenant, et qui avait écrit un livre qui s'appelle « Briser le plafond de verre », parce qu'elle est journaliste et écrivaine. Et on a fait un lancement au travers du Media Club de son livre, avec un cocktail qui finalement s'est terminé à plus de minuit, parce qu'elle s'est réunie avec quelques copines pour justement définir les premières lignes du Media Club L. Et l'idée, c'était de commencer l'ère des cousins et des cousines pour justement partir de la base associative du Media Club pour créer d'autres associations. Sœurs, cousines, on peut les appeler comme on veut. Et elle a réussi un super job avec le Media Club L parce qu'aujourd'hui, on a une entité qui vit en propre, qui est complètement reliée philosophiquement au Media Club, mais qui en même temps a sa vie propre et qui a ses événements propres, son réseau propre. Mais c'est de l'adjonction de réseau. En fait, je pense qu'il n'y a pas d'inimitié de réseau. Ça n'est que des adjonctions, en fait. Donc, c'est génial. Et puis, entre-temps, Julien Tricard nous a amené le Media Club Green. Exact. Alexandre Michelin, le Media Club Diversité. Il y a 2 ans, on a eu le Media Club Méditerranée. Et qui, justement, est un constat post-Covid des gens qui sont installés dans le Sud. Et donc, comment on rassemble cette communauté disparate et puis des Parisiens qui sont intéressés à avoir des interactions très fortes avec le Sud. Et puis, plus récemment, on a développé le Media Club International. Voilà, donc c'est top. C'est débordant, mais c'est super. Et c'est super parce que tout ça vient en coordination. Le Media Club International, c'est Patience Priso et Jennifer Sabat qui viennent apporter un projet hyper construit. Et on ne peut pas dire non à ce type de projet. Moi, je ne sais pas dire non à des projets. Puis ça enrichit encore une fois la base du Media Club. Ça enrichit la base, ça bouge, il y a une énergie. Moi, je suis très emporté par cette énergie-là et sur le fait que si on a un terreau et que les gens sont excités par des idées qui peuvent en tirer parti, mais oui, 1000 fois oui, on mettra les équipes en face, on mettra les choses en face, on dormira moins, mais on s'éclatera quand même. Et puis, ce qui est cohérent avec ton parcours et tout ce que tu nous as raconté là, c'est qu'en fait, à chaque fois, il y a quand même cette appétence à rester à jour, à rester dans ton air du temps, finalement. À toujours te mettre à jour sur les infos, les nouveaux usages, les nouveaux besoins, et de répondre à travers tes outils, parce que tu as créé ton super outil avec le Media Club. Tu m'offres une transition idéale.
parce qu'évidemment, ça, c'est le renouveau de la structure aujourd'hui de formation, notamment, parce que ça m'aide beaucoup. Ah oui. Et évidemment, un des sujets fondamentaux sur lesquels on travaille en formation, c'est l'intelligence artificielle. Ah bah oui, on ne peut plus s'en passer. Exactement, et c'est devenu un outil, alors pour moi, c'est devenu un outil du quotidien, mais au-delà d'être un outil du quotidien, c'est un outil qui transforme la société, qui transforme les métiers, avec... alors, je suis ébahi, en même temps très précautionneux, parce que je ne veux pas donner l'impression que je ne suis pas du tout conscient des impacts extrêmement négatifs, en tout cas des impacts dont il faut faire absolument attention, l'impact écologique, l'impact sociétal sur les métiers, l'impact RH, mais on ne peut pas s'en extraire. Et donc, c'est quelque chose qui m'intéresse fondamentalement et je lis énormément, j'essaye de documenter un maximum, parfois de rester, pas plus tard que la nuit dernière, un article complémentaire parce que j'avais besoin de comprendre certaines choses. Et je suis très très loin de comprendre le millième de ce qu'il faut comprendre parce que c'est important et justement aujourd'hui, il y a un renouveau de la formation sur cette partie-là. Elle est très importante pour moi et j'y travaille beaucoup. Bah oui, c'est super parce que finalement, c'est marrant parce que en t'écoutant, on sent que tu es quand même dans l'héritage de Daniel Sabatier, toujours, quelque part, de comment je fais de la transmission utile et concrète pour permettre aux personnes de rebondir et de rester actives dans la modernité du monde qui se présente à eux. Donc de la même manière où toi, tu es arrivé un peu comme un ovni à part avec de l'informatique à l'époque où personne ne comprenait vraiment ce que c'était, tu vois, et que tu lui as amené cette mise à jour, tu es en train de faire la même chose pour ton réseau avec les IA et les différents usages que ça peut amener. C'est ce que j'essaye de faire et la synthèse de tout ça, elle arrive logiquement à la rentrée puisque je monte une école. Oh, bravo, super. Voilà. Oh, mais trop bien. Et alors, du coup, j'imagine que c'est une réflexion de plusieurs années là, tu peux annoncer maintenant parce qu'il y a la sécurisation de pouvoir le dire. Exactement. Et est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Même en avance de phase parce que j'avais pas prévu d'en parler là tout de suite. Bah ouais. Tu vois, c'est... Enfin, si tu es d'accord pour en dire un peu plus, sinon bien sûr. Écoute, c'est un constat aussi... parce que je vois aussi les jeunes évoluer, le besoin... Comment ça se passe ? On en parlait hors micro et on se disait que finalement les parcours qui mènent à l'audiovisuel aujourd'hui, jusqu'à présent, c'est des parcours qui sont jamais rectilignes. Il n'y a pas de parcours de producteur, puisque moi je traite beaucoup de production. Il n'y a pas de parcours de producteur. Il y a un parcours de j'ai vu la vie, j'ai travaillé, j'ai fait de l'histoire de la Sciences Po, des maths, de l'ingénierie, et puis à un moment donné, en fait, j'étais tellement attiré par l'image, le cinéma, la télé, parce que il y a un truc d'enfance, il y a un truc de goût perso, et je là-dedans, et donc qu'est-ce qui me permet d'y accéder ? Peut-être un master, peut-être le bac plus 5, ou sinon je plonge dedans parce que je rentre, j'ai mis le pied dans l'ouverture de la porte et j'ai eu un stage et j'ai envie de faire ça toute ma vie. C'est les parcours assez fréquents qu'on a vus. Aujourd'hui, on ne peut pas s'extraire d'un phénomène qui touche tous les 6-25 ans, pour être large, c'est qu'ils sont tous avec un mobile, qu'ils sont biberonnés à l'image, que ça fait partie intégrante de leur vie et qu'aujourd'hui, ils sont clairement plus sur TF1, France Télévisions, M6, Canal, alors même que ce sont des acteurs extrêmement importants dans la création, mais ils sont sur YouTube, Twitch, TikTok et toi-même, le podcast sur ce qu'ils consomment en ce moment sont probablement sur une de ces plateformes. Donc c'est un vrai sujet et quelqu'un de 18 ans qui part du bac ne se pose plus du tout la question de savoir s'il aime l'image, de savoir où est-ce qu'elle va être diffusée. C'est vrai. Et il n'y a plus ce circuit économique qu'on avait avant, avec un champ assez restreint. Mais par contre, il ne s'interdit pas du tout de faire une série pour Netflix. Enfin, je veux dire, où elle a envie de produire des images. Elle va peut-être faire un bout de teaser sur TikTok et quelques épisodes assez courts d'1 minute. Et puis, le format va être destroyé pour faire des choses sur TF1 derrière. Pourquoi pas ? Enfin, ça s'imagine. Donc, cette déspécialisation des écrans, cette capacité à créer de l'image, c'est-à-dire pour des gens qui ne sont pas des spécialistes d'image, ils sont capables aujourd'hui, avec un Sora, avec un VO2, avec de créer des séquences de jusqu'à 20 secondes. Maintenant, Sora est capable d'aller sur des choses un peu plus longues. Eh bien, ça nécessite cette fois-ci d'aller un petit peu plus tôt dans la formation de ces gens qui ont envie de créer de l'image. Et on ne va pas forcément faire des réals, mais par contre, on doit leur donner très très vite des explications et une formation sur ce que c'est de devenir producteur. Et un producteur, en fait, c'est un chef d'orchestre de l'image et du son.
Oui. Et un chef d'orchestre, il doit maîtriser un peu de juridique, un peu de RH, un peu de finance, mais dédié à son métier. Il doit savoir, parce que en fait, avant même d'aller dans ce qu'il doit savoir, on prend par exemple une société Webedia comme Webedia, ou des gens qui aujourd'hui sont des néoproducteurs parce qu'ils ont eu cette envie d'aller plus loin, mais ne serait-ce que même des talents YouTube, des créateurs de contenu. Oui. Parfois, on les voit limités parce que en fait, ils ont énormément de talent. Ils sont très forts. Ils ont réussi à raconter des histoires, à exister par eux-mêmes, à faire du fast cam super bon. Mais à un moment donné, dès lors qu'il faut se mettre à écrire un petit peu plus, dès lors qu'il faut se mettre à lire des contrats, à savoir avec qui il faut s'associer, en fait, ils n'ont pas le terreau nécessaire pour le faire. Alors, ils connaissent pas le processus. Exactement. Soit on est super fort parce que intrinsèquement on est bien construit et on s'appelle Hugo Décrypte, Hugo Travers, ou on s'appelle Lucas Squeezie. Inoxtag. Oui. Alors c'est une c'est pas forcément lui, mais il a su utiliser ces structures pour en créer d'autres qui lui permettent de produire ce qu'il veut derrière de manière professionnelle. Mais c'est un bon exemple. Il a Webedia avec, mais il a l'exemple de savoir s'associer. Voilà. Exactement. C'est quand même la bonne intelligence de se dire, moi je vais aller plus loin. C'est génial, exactement. Et je pense que c'est ça, mais on a quelques-uns de ces exemples. On a Seb aussi qui a créé Olibrius avec Francis Leduc. Et donc il a su à un moment donné que pour aller plus loin, il a besoin de gens avec lesquels s'associer, mais il y en a beaucoup qui ne l'ont pas. Oui, puis il y en a encore aussi en plus qui ont aussi la curiosité d'essayer par eux-mêmes, de se dire moi j'aimerais bien tester un peu la posture de productrice ou de producteur, comment je peux faire. Donc c'est peut-être à eux que tu peux aussi t'adresser. Tout à fait. Et moi je voudrais que même des gens en herbe qui n'ont pas forcément un talent de créateur puissent encadrer des créateurs. Oui. Parce que ça marche. Oui. Et moi j'aimerais dire à ces gens-là qui aiment, qui sont consommateurs mais qui ont envie d'en faire leur métier, il y a un métier, ça s'appelle producteur. Oui. Et ce métier de producteur, il faut que vous ayez suffisamment d'éléments à la base pour que vous en fassiez un vrai métier et que vous puissiez grandir à l'intérieur de ça. Oui. Et ça veut dire, pourquoi pas, s'il y a un talent stand-up, en faire un spectacle vivant, mais construire. Ça produit un spectacle vivant. Oui, c'est pas, complètement. Il faut faire de la promo, il faut réserver des salles, il faut faire de la programmation, il y a plein de métiers, il faut faire de la distribution, il faut penser à des modèles économiques. Ça, c'est super intéressant. Et il n'y a plus envie d'attendre, parce qu'on est dans une accélération du temps, il n'y a plus cette envie d'attendre, d'être en bac+5 pour se dire j'ai fait des études généralistes, il y a une envie d'aller très vite. Voilà. Ouais. Donc l'idée, c'est de construire une école avec 2 bachelors, 4 masters, 4 masters, parce qu'il faut respecter la nomenclature. Voilà. Le premier master sur la production et l'IA va être monté à partir de la rentrée prochaine. Et l'idée, effectivement, c'est de mettre l'intelligence artificielle et l'agilité et les soft skills au cœur du projet. Parce que c'est très important. C'est très compliqué d'apprendre l'IA. On comprend surtout où trouver, où se renseigner et comment on peut teinter tous ces processus et ces workflows d'intelligence artificielle. C'est là où on va essayer d'être fort, c'est de montrer la diversité des outils, où est-ce qu'on peut se renseigner sur les nouveaux outils, changer ses méthodes de travail pour intégrer l'IA dans les méthodes de travail, mais surtout rester extrêmement agile, savoir manager des équipes. Savoir se mettre à jour. Voilà, on a des vraies problématiques, c'est que les études n'apprennent absolument pas aux gens qui sortent sur le marché du travail à savoir gérer un réseau, manager les équipes, être véritablement dans l'ambition de les embarquer et qu'en fait ils apprennent ça sur le tas. L'idée c'est de faire une formation qui regroupe tous ces... Super, c'est génial. Donc l'école elle ouvre à la rentrée là. Elle ouvre à la rentrée. Félicitations. Et elle ouvre où? Alors elle ouvre aujourd'hui sur cette première promotion, elle ouvre dans nos locaux rue Ampère. D'accord. Parce qu'on a acquis des locaux complémentaires. Super. Donc on s'est agrandi, donc on a de quoi recevoir une première promotion. Bravo. Et évidemment, l'objectif c'est que ça marche bien, et donc d'ouvrir des nouveaux locaux, mais qu'on n'a pas encore repérés. On aura un an pour le faire. Voilà. On est en train d'embaucher une partie de l'équipe. Ah super, félicitations, mais c'est tellement cohérent avec tout ton parcours, c'est quand même super. J'imagine que toi tu es hyper heureux de pouvoir porter ce projet. Je suis super excité, je fais ça avec une équipe que j'adore, vraiment. Et du coup, j'allais y venir, avec combien de personnes tu as réussi à donner naissance à cette prochaine nouvelle école? Alors cette école, on mutualise beaucoup de choses. Donc l'école, elle mobilise aujourd'hui peu de personnes. On est 3 vraiment à s'en occuper. D'accord. On est 3 associés et on a 2 personnes opérationnelles qui commencent là à vraiment s'en occuper à plein. D'accord. C'est super. Écoute, je te réinviterai pour après quelques mois, tu vois. Plein d'autres invités. Oui,
Non, mais c'est génial. Et je trouve ça... ton parcours est incroyable. Jérôme, c'est incroyable. Non, mais si, c'est hyper riche. Et puis, il y a un truc aussi qui est quand même bluffant dans ta manière d'avancer et de progresser. C'est qu'à chaque fois que tu es en train de concrétiser un projet, il y en a déjà un autre qui est en train d'arriver. Et en fait, finalement, tu ne t'arrêtes jamais, quoi. Enfin, il y a toujours ça. C'est la folie des projets. Oui, mais c'est vrai. Ça. Un projet, tu le mets à exécution. Le temps que tu le mettes à exécution, ça t'en amène un autre que tu développes en parallèle. Il se met en exécution, t'en as un troisième qui arrive. Et ainsi de suite. Ça a toujours fait comme ça. Bravo, je sais pas comment tu fais. Mais en même temps, c'est hyper enrichissant, enthousiasmant. Enfin... Puis c'est des beaux métiers. Tu es aussi dans un secteur pour parler de très beaux métiers. C'est exactement ça. C'est un beau métier, c'est un beau secteur, c'est hyper enthousiasmant. Bah oui. Et l'énergie des gens qui le font autour de nous, elle nous transporte, elle donne envie. Voilà, c'est surtout ça. Bah écoute, je vais m'arrêter là. Merci Jérôme, c'était top. De toute façon, je te réinviterai pour avoir la suite et tout des projets. Donc si on suit bien les cycles d'évolution professionnelle de Jérôme, c'est dans moins d'un an, puisqu'à c'est à peu près tous les 6 mois qu'il y a des bonnes nouvelles qui tombent. Et encore, je ne t'ai pas tout dit, c'est ça qui est dingue. Non, mais c'est bien, parce que là, je trouve que c'est cohérent, c'était vraiment ça. Moi, je voulais vraiment t'inviter pour justement que tu montres comment on fait du réseau et comment ça peut venir à nous sans qu'on s'en aperçoive, juste par la curiosité humaine, le fait d'aller voir les autres personnes. Je terminerai peut-être juste sur cette notion de réseau, parce que tu m'as invité aussi pour parler du réseau, et je vais en dire vraiment une demi-minute. Le réseau ne sert que quand on n'en a pas besoin. Alors, je m'explique quand je dis ça. Oui, tu l'as prouvé en plus. Le réseau, en fait, il se fait très naturellement. Si j'ai un seul conseil à donner aux gens qui nous écoutent, c'est faites en sorte que votre agenda social, petit déjeuner, dîner, remplissez-le de rencontres avec les autres, parce que les autres sont passionnants. Prendre un café, ça ne vous force à rien, ça ne vous oblige à rien. Et n'hésitez pas à faire en sorte de vous lier avec les gens, ça vous servira à un moment ou à un autre, mais c'est surtout la rencontre de l'autre est super agréable. Et le réseau, c'est pas quelque chose qu'on force, c'est quelque chose qui est naturel. Oui, puis comment je pourrais dire ? C'est comme ce que je disais dans mon TikTok. Pour ceux qui n'ont pas suivi le TikTok, j'ai fait une mini-série sur le réseautage et tout, parce qu'on me posait des questions là-dessus. C'est aussi de rester finalement curieux sur l'autre, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qui l'anime, quelle flamme il porte finalement, et de voir si à un moment donné, on ne sait pas, le hasard va faire que, hop, on va pouvoir mettre en relation de bonnes personnes. Ah ben tiens, j'ai entendu un tel parler de ça, je pense que ça peut te correspondre. Et c'est ça en fait le réseau, c'est la curiosité humaine avant tout. Et le fait de se souvenir quand même, parce que ça nous plaît, parce qu'on aime bien parler avec certaines personnes, de ce qu'elles font, de ce qui les anime, de ce qui les porte, et tout d'un coup, naturellement, de créer les bonnes mises en relation. Si je peux... J'approuve à 100%. Voilà. Okay. Bon, allez, cette fois-ci, je ne te retiens pas plus parce que Jérôme a un agenda très pris, vous l'aurez compris. Mais en tout cas, il a un parcours vraiment passionnant. C'est quelqu'un qui bouge à 1000 à l'heure. Donc, allez le suivre sur tous les réseaux. Je mettrai en description de l'épisode tous les liens sur lesquels on peut suivre tes actualités, voir ce que tu fais, où tu en es et tout. Et de toute façon, je te réinvite quelques mois après l'ouverture de l'école parce que moi, je veux savoir comment ça va se passer. Merci, voilà. Virginie. En tout cas, je te souhaite le meilleur. Merci infiniment pour cet échange. C'était vraiment super. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager cet épisode à toutes celles et ceux qui pourraient en avoir besoin. Et je vous invite vraiment à réécouter tout ce que vient de nous partager Jérôme pour que vous preniez vraiment conscience du fait que on ne sait jamais où on va arriver en fait et qu'il faut faire confiance aux événements dès qu'ils se présentent à nous. Parce que finalement, la vie a un programme pour nous et il faut rester confiant là-dessus. En tout cas, merci encore. Est-ce que tu as un dernier mot que tu veux partager ou... Te remercier toi parce que le boulot que tu fais il est super intéressant et faire cette introspection comme ça le matin, je dois t'avouer que je ne m'y attendais pas, mais je dois te remercier d'abord toi et on va se retrouver et de toute façon moi je suis impressionné par ce que tu fais, donc c'est nos interactions hors antenne qui vont être aussi très intéressantes. Ah merci, bah oui, nous on reste en contact évidemment. Moi je n'invite que les gens que j'aime bien, pour l'instant je me force pas trop. Bon bref, allez, je m'arrête là. Merci pour tout. Je suis quasiment sur tous les réseaux sociaux, comme on dit. Donc n'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, faites tourner vos machines pour que j'ai un maximum de vues, pour que les plateformes me payent et que je change d'ordi pour ceux qui ont suivi l'actu. Voilà. Merci encore une fois Jérôme, c'était un vrai plaisir. Et je vous dis à très bientôt sur Recettes de Prod, les bons conseils. Bye bye. À très bientôt.